Bon déjà, comment ça va? Ça va bien ou pas? Ouais, ça va? Super. Parce que là, il va y avoir du fond. Hein. On va parler de performance économique et de robustesse. Alors, j'ai pas voulu vous endormir avec une question sur la CSRD. L'animatrice introduira bien mieux que moi ce débat, mais vous le savez, l'entreprise est attaquée de toutes parts. Elle fait face à la concurrence. Elle doit survivre dans des temps de crise successives, s'adapter au changement climatique. On est dans une époque de course à la réduction des coûts, de multiplication des échanges sans considération écologique et sociale. Des ères qui se succèdent et on ne peut pas être focalisé uniquement sur le résultat trimestriel. Il faut au contraire veiller à sa propre résilience. Pour en parler, j'accueille tout de suite, et on peut les accueillir bien fort, Mathilde Gola, qui est journaliste économique pour Ouest France. Bienvenue Mathilde, prenez place ici. J'accueille Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur. Installez-vous. J'accueille Christopher Guérin, CEO de Nexens. Philippe Dornano, président de Sisley du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Monsieur Laurent Berger, qui est directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et enfin, Cécilia Creuset, cofondatrice et CEO de Mes Santé. Avant de laisser la parole à Mathilde, je vous rappelle que vous pouvez, non pas voter, mais poser des questions à nos intervenants en scannant ce QR code. Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, mettez le lien à la slide. Mathilde prendra des questions à la fin de la première et de la deuxième partie qui remonteront sur les écrans retour. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre part au débat. Mathilde, la parole est à vous. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Bonjour chers speakers. Je suis ravie de voir que vous êtes si nombreux pour venir débattre avec nous des notions de robustesse et de performance. Alors plus précisément, là, tout de suite, le thème exact de la conférence, c'est après la performance, la robustesse, point d'interrogation. Donc, je pense que ça nécessite un petit éclairage avant vraiment de rentrer dans le vif des débats. Peut-être un détour un peu sémantique. La performance, évidemment, dans le milieu de l'entreprise, on sait ce que c'est. En général, d'ailleurs, on l'associe à la performance financière, donc c'est l'atteinte d'un résultat. La robustesse, elle n'a pas encore vraiment de définition propre dans le secteur de l'entreprise. On sait tous ce qu'est la robustesse. Finalement, c'est un objet qui est solide, qui est résistant. Et pour un être vivant, c'est un être qui est donc capable de survivre finalement à un environnement qui est changeant. Donc si on extrapole à une entreprise, finalement une entreprise robuste, c'est une entreprise qui serait capable de survivre, de s'adapter à un environnement changeant, à des crises telles que celles qu'on connaît actuellement, des crises sociales et environnementales, qui est capable de survivre dans un contexte de ressources raréfiées. Mathieu en a parlé, dans un contexte de limites planétaires. Vous connaissez ces grandes idées. Maintenant, on peut s'interroger, on peut se demander pourquoi finalement on oppose ces deux notions, ces deux termes. Eh bien finalement, on trouve la réponse dans un ouvrage d'Olivier Hamon qui a théorisé un peu ces concepts et qui finalement on a déduit en observant le vivant qu'on pouvait être robuste sans pour autant être performant. En tout cas, ça peut être une phase intermédiaire et qu'il faut cesser ce culte de la performance. Donc la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est déjà entré dans cette ère de la fin du culte de la performance pour entrer dans l'ère de la robustesse. Voilà, et donc les premières questions vont essayer de tourner autour de cette performance pour savoir si finalement aujourd'hui on a déjà engagé cette transformation en ne s'intéressant plus uniquement à la performance
financière, mais à la performance d'une manière globale en prenant d'autres indicateurs en compte. Et c'est pour ça que je voulais m'adresser à vous. D'abord, Christopher, vous êtes PDG de Nexence, donc une entreprise, ça fonctionne, oui, une entreprise du CAC 40. Et vous avez entrepris vraiment, en pleine pandémie, une vraie bascule de votre modèle économique pour aller vers plus de sobriété et même vers une forme de décroissance, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi a consisté cette transformation de votre modèle d'affaires ? Oui, merci Mathilde. Alors oui, Nexence, c'est une société de 8 milliards, on n'est pas au CAC 40, on est au SBF 120, mais quand j'ai été nommé avec mon équipe fin 2018, c'était une société en très grande difficulté financière, avec un cours de bourse, on est une société cotée, donc on est au sein du vortex, c'est-à-dire parler de sobriété au marché financier, c'est un peu compliqué. Mais ce qui était intéressant en 2018, c'est qu'on avait eu des records de croissance volumique avec un double avertissement financier. Donc ce qui m'a permis de faire passer comme message quand j'ai été nommé fin 2018 aux équipes, la croissance n'est pas toujours synonyme de profit. Et on a travaillé en fait cette forme de sobriété, et c'est vrai que pour aller directement un peu à la conclusion, aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a doublé notre profitabilité, on a généré en 5 ans l'équivalent de 12 ans de cash, avec une croissance volumique presque de zéro, on a fait de la croissance en valeur, et une empreinte carbone qui a été réduite de 39%. Donc doubler les profits, réduire notre empreinte carbone de 39%, on a montré que c'était possible, mais on n'est pas passé par la case de croissance volumique, ce qui a surpris beaucoup les marchés. En fait, on a travaillé la notion de ce qu'on appelle le coût de complexité. On s'est dit, trop de clients, trop de produits génèrent des pertes financières. Et pendant la Covid, un peu notre acte audacieux a été d'utiliser, entre guillemets, l'opportunité de la Covid pour supprimer 13 000 clients sur 17 000, de supprimer 40% de nos produits. D'où la notion de décroissance, un peu. Oui, en fait, on a réduit notre chiffre d'affaires de 20% avec un objectif de réallouer nos ressources humaines ou industrielles au beau cholestérol, d'un point de vue financier, économique, qui sont les 4000 clients et les produits restants. Et en fait, ce travail de sobriété qui a été fait sur une période très courte de 5 mois nous a permis de réaliser une performance économique exceptionnelle. L'entreprise qui ne valait que 800 millions d'euros en 2019, aujourd'hui, vaut 6 milliards, mais on n'est pas passé par la croissance volumique. Voilà. Ce qui fait un peu notre côté changemaker du modèle grand classique de la croissance à tout prix. Et aussi la performance, finalement, vous avez un peu, par votre exemple, renouvelé la notion de cet indicateur qui était jusqu'à présent assez culte. Oui, je considère, je fais court, je considère qu'en fait, on est à la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. Donc, on a un grand devoir de désapprendre pour réapprendre, de réinventer les modèles économiques, de repenser différemment, parce qu'on va passer dans une ère de rareté de matières premières ou de ressources, qui fait que notre devoir est de repenser les modèles. Donc, on a bâti un modèle qui s'appelle E3, où chaque unité a un objectif de faire de la performance, on peut dire également de la robustesse, sur le triptyque de l'économie, de l'environnement et de l'engagement. Et on note chacune de nos unités sur cette performance holistique des 3 indicateurs. D'accord, de renouveler d'une certaine façon la doxa économique et de la complexifier finalement. Exactement. C'est une forme de sobriété, mais qui n'est pas au détriment de la performance économique, puisque notre cours de bourse est passé de 20 € à 120 € aujourd'hui. D'accord, voilà. Oui, donc c'est toujours possible de se financer et d'aller voir les investisseurs avec ces indicateurs-là, quoi. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous poser la question, Philippe Dornano. Vous êtes donc à la tête de Sisley, mais aujourd'hui vous représentez le METI, donc le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui ont pour particularité finalement d'être beaucoup des entreprises familiales, ancrées dans les territoires. Et finalement, cette spécificité de ces entreprises fait que, d'une certaine manière, elles font de la robustesse sans le savoir. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, bonjour à tous. Oui, d'abord, pour arriver à la taille ETI en France, il faut en moyenne 21 ans. Donc déjà, en soi, c'est la démonstration de la robustesse. Je dirais que
il faut toujours rester modeste quand on parle de robustesse parce qu'on est dans une économie ouverte et une entreprise, elle peut toujours disparaître, elle peut toujours être concurrencée. Mais ce qui fait la force des ETI, c'est d'une part son modèle et d'autre part l'environnement dans lequel elle opère. Son modèle parce que c'est une entreprise, c'est des entreprises, comme vous l'avez dit, qui sont à 70% des entreprises avec un actionnariat personnel ou familial. Et donc, l'approche qu'elles ont est une approche de temps long. Elles ont l'idée d'être, c'est après la phase start-up, c'est la phase bâtisseur, où vous construisez une entreprise dans le temps pour essayer d'en faire une moyenne entreprise, peut-être même plus tard une grande entreprise. Et donc cette projection dans le temps, elle change un peu la manière dont vous interagissez avec tout votre environnement. On en reparlera peut-être un peu. La manière dont vous faites vos produits, la manière dont vous percevez les sujets environnementaux, dont vous interagissez avec vos collectivités locales, dont vous interagissez aussi avec vos équipes. Ça, c'est un premier point. C'est un modèle qui est performant, ça a été assez démontré. Et je pense que cette idée du temps long est une idée qui est fondamentale aussi dans la robustesse. Le deuxième sujet, c'est l'écosystème dans lequel vous opérez. Alors tout le monde sait qu'en France, on a beaucoup moins d'ETI que dans l'environnement européen. En économie ouverte, bien évidemment, vous allez être robuste et performant si vous êtes compétitif. Et pour être compétitif, il faut donc opérer dans des conditions qui sont sensiblement équivalente à l'environnement économique européen, ce qui pour le moment n'est pas le cas, même si les choses se sont améliorées ces dernières années. Et quand vous parlez de temps long, c'est aussi, vous pouvez vous le permettre finalement parce que vous n'êtes pas tributaire d'un financier qui vous demanderait un cours de bourse qui s'envolerait immédiatement. Enfin, vous pouvez vous permettre de regarder des indicateurs sur le long terme. Vous n'êtes pas soumis à ce fameux culte de la performance financière immédiate. Les ETI, c'est un peu ça en fait d'ailleurs, c'est intéressant aussi pour la collectivité, puisque c'est un peu l'airbag de l'économie en temps de crise. À partir du moment où les décisions sont des décisions de temps long, vous pouvez investir, vous pouvez être à même d'investir, même si en tout cas vous êtes suffisamment solide. Mais l'ETI, je vous le rappelle, c'est 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce sont déjà des entreprises d'une certaine taille. Vous pouvez investir même dans des périodes difficiles. C'est la seule catégorie d'entreprises qui crée des emplois en période de crise. Et pour vous donner un exemple personnel, mon centre de distribution, de recherche et de logistique, j'ai fait cet investissement, enfin nous avons fait cet investissement qui était de 65 millions d'euros entre 2009 et 2010 en pleine crise économique. Les banques nous ont d'ailleurs prêté. Parce qu'effectivement, on a une approche de long terme et parce qu'on se disait qu'après la crise, il y aurait de nouveau un développement. Cet investissement dans ces périodes-là de ce type d'entreprise est très important pour l'économie d'un pays. Ok, merci. Cécilia Creuset, vous représentez le monde des startups. Vous avez créé une startup qui s'appelle May Santé. Vous, c'est peut-être un peu l'opposé, si je peux me permettre, parce que finalement, les startups, on leur demande des rendements immédiats. Le culte de la performance a longtemps été roi dans le monde des startups. Est-ce que vous constatez aujourd'hui une forme d'évolution au sein de l'écosystème où les choses n'ont pas encore évolué ? Alors, effectivement, déjà, bonjour. Je représente plutôt la partie start-up. Je pense qu'il y a il y a des choses qui sont assez différentes. Il y a déjà tout ce qui va relever de la robustesse économique, d'avoir des résultats économiques positifs, etc. Et ce qui relève plutôt de l'impact. Et même si ces deux éléments sont liés, ils ne le sont quand même pas exclusivement. Sur la partie robustesse économique, effectivement, ce qu'on voit, c'est que depuis 2 ans, depuis que le contexte économique a un peu changé, le mot rentabilité, qui était presque un gros mot dans l'environnement start-up, est devenu un vrai sujet et fait partie aujourd'hui de ce qui va permettre à des entreprises, à des start-up de se financer. Et ce que je peux voir de ma fenêtre, c'est que les fonds d'investissement qui auparavant regardaient essentiellement la super-croissance, l'hyper-croissance potentielle, comme facteur clé, regarde également aujourd'hui l'horizon de rentabilité, le fait d'avoir un modèle économique qui soit viable, alors pas forcément tout de suite, mais en tout cas d'avoir un horizon
parce que, en fait, tout simplement, le refinancement ensuite des entreprises est de plus en plus compliqué dans le modèle actuel. La question là-dessus, c'est de savoir est-ce que ça c'est conjoncturel, est-ce que c'est lié au contexte économique, comme j'ai dit, ou est-ce que ça traduit un changement de mentalité de l'écosystème start-up qui a vocation à potentiellement avoir davantage envie de financer des projets économiques viables qui peuvent devenir éventuellement des ETI demain, etc. Je crois que malheureusement, on est plutôt dans le premier cas de figure et que on risque de voir, quand la conjoncture économique changera, à nouveau une grosse partie de l'argent des fonds d'investissement VC aller vers des entreprises qui n'ont pas forcément cette notion de robustesse en tête. Et en tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on regarde chez elles. Ça ne peut pas être un élément différenciant, justement, dans un contexte tel que vous le décrivez, un contexte de crise? Est-ce que ça peut pas, le fait de... Alors si, dans le contexte économique actuel, je pense que les fonds d'investissement réduisent leurs risques, en fait, tout simplement, et effectivement sont beaucoup plus frileux à investir dans des entreprises qui se seraient très facilement financées il y a quelques années. Donc aujourd'hui, c'est, je pense, un des prérequis. Alors peut-être pas dans tous les environnements, peut-être que l'IA, par exemple, n'est pas encore complètement là-dedans, mais dans beaucoup de secteurs de start-up, ça devient effectivement un vrai sujet. D'accord. En parlant de financement, justement, Laurent Berger, vous avez eu de nombreuses casquettes. Vous êtes là aujourd'hui pour parler du crédit mutuel. Évidemment, le modèle mutualiste, on pourrait faire un parallèle avec le modèle qui a été exposé, celui des entreprises de taille intermédiaire, des entreprises plutôt familiales qui visent le temps long plutôt. Mais la question que je souhaiterais vous poser aussi, c'est sur cette question du financement. Est-ce que les banques, aujourd'hui, elles font évoluer les indicateurs de performance? Est-ce qu'elles continuent à regarder uniquement les performances financières, ou est-ce qu'on voit qu'elles prennent en compte aussi des critères extra-financiers et de plus en plus? Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas parler pour l'ensemble du secteur des banques, je peux parler pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est déjà beaucoup. La robustesse pour nous, c'est de faire bien notre métier. Et de faire bien notre métier, c'est quoi notre métier de banque assurance? C'est de prêter, de financer et d'assurer. Et évidemment de le faire, a fortiori quand on a un modèle mutualiste. Je reviendrai sur la gouvernance, parce que de mon point de vue, la gouvernance d'une entreprise est un des éléments centraux de sa robustesse. C'est de le faire en tenant compte des défis posés à notre temps. Et les défis posés à notre temps, c'est des défis économiques toujours, mais c'est aussi des défis environnementaux, sociétaux, des défis démocratiques même. Et donc, oui, moi je crois dans un groupe comme Crédit Mutuel qu'on répond à cet enjeu-là de financement vers une réorientation de notre modèle productif. Alors, ça ne se fait pas... d'un claquement de doigts, et ça ne se fait pas en passant d'une photo à une autre. C'est un film. Tout ça est un film. C'est-à-dire que c'est progressif. Mais aujourd'hui, moi, de mon point de vue, la robustesse... J'ai un peu de mal avec la sémantique entre robustesse et performance, mais la robustesse, c'est de faire son métier, c'est de mesurer ce qu'est son impact aujourd'hui, et l'impact d'une banque, on sait que c'est beaucoup l'impact de ses clients, d'une certaine manière, ses contreparties, de ce qu'on finance ou ce qu'on ne finance pas, ce qu'on a décidé de plus financer, et de mieux financer à des conditions plus favorables dans certains cas, quand c'est des projets porteurs de sens face aux défis qui sont les nôtres. Et puis c'est d'assumer sa responsabilité dans la transition qui est en cours. Et donc, moi j'ai envie de dire que pour ça veut dire qu'il faut être solide. Il faut bien faire son boulot. Être solide, ça veut dire être en capacité de tenir la mer face aux difficultés, aux conjonctures, etc. Et puis ça veut dire d'avoir une gouvernance qui ancre sur les vrais enjeux. Et moi, je ne pourrais que vanter le modèle mutualiste, qui est un modèle vertueux dans le sens où il s'ancre dans la gouvernance sur des gens normaux, concrets, qui vivent des situations professionnelles, économiques, territoriales, etc., et qui, par leur quotidien, permettent de rechercher, de faire évoluer le modèle de banque assurance pour le rendre plus en phase avec les attentes de la société. Et donc, il y a beaucoup de critiques sur les banques, et dans mon histoire, je n'ai pas forcément toujours maîtrisé cette question-là, mais aujourd'hui, je crois que le modèle bancaire, et en tout cas le modèle du Crédit Mutuel, est largement en train de bouger, parce qu'il y a besoin d'accompagner le changement économique. Et les critères de financement évoluent. En fait, vous retenez d'autres indicateurs. Oui, bien sûr. C'est dans l'octroi,
par exemple, l'octroi de prêt, eh bien, il peut y avoir des critères en termes de politique sectorielle, de choix qui ont été faits de financer telle ou telle activité ou de ne pas la financer, de ne plus les financer. Il y a des critères ESG aujourd'hui dans les octrois, dans la politique d'octroi. Ok. Et justement, à l'échelle européenne, on tente de faire évoluer tous ces logiciels. On a vu de nombreuses directives, on parle beaucoup du Green Deal, etc., qui tentent justement de complexifier un peu les données qui sont regardées par les entreprises et pour financer davantage cette transition écologique. Qu'est-ce que vous pensez, Boris Vallaud, de justement cette évolution des normes et de la réglementation à l'échelle européenne pour faire avancer ces sujets? Est-ce que ça va être un boulet pour les entreprises ou est-ce qu'au contraire, ça va permettre à l'Europe de reprendre un peu la main et de rattraper une forme de retard qu'on a largement évoqué récemment entre les États-Unis, une forme de déclassement par rapport aux États-Unis? Est-ce que finalement, est-ce que ça serait un moyen pour l'Europe de redorer un peu son blason et de reprendre une forme de leadership finalement? Alors je vais répondre à votre question, je préfère le dire avant de commencer par ne pas y répondre, mais pour y venir néanmoins en vous remerciant de votre invitation. Simplement parce que quand vous m'avez invité, je me suis posé la question de savoir ce que je venais faire parmi vous, même si vous aviez déjà eu la gentillesse de m'inviter. Et je relisais à l'initiative d'Impact France une tribune qui était sortie dans les Échos à la mi-juillet, dans un contexte évidemment que vous savez. Et il était proposé dans cette période marquée par l'inquiétude, la défiance et la colère, de repenser la manière de diriger. Réduction des inégalités, sobriété énergétique, promotion de la démocratie. Et au fond, c'est là que j'ai vu le lien avec, au fond, cette espèce d'examen de conscience qui est nécessaire aux hommes et aux femmes politiques dans la même période. Et peu de temps avant cette tribune, devant le MEDEF, qui avait eu la gentillesse, dans le cadre des élections législatives, de m'auditionner ou de me faire comparaître, je ne sais pas très bien quelle était exactement l'intention, j'avais posé à haute voix la question de savoir si nous avions fait suffisamment pour ne pas nous retrouver à vivre dans un pays fracturé, où chacun, au fond, défendait sa colère avec le sentiment d'une peur de l'avenir et d'une société rongée par les inégalités. Si je dis ça, c'est que j'ai le sentiment que nous avons un chemin convergent, politique et économique, qui pose les mêmes questions, celui de la performance et celui de la robustesse. Il y a aussi, dans la conduite des affaires publiques, une injonction à la performance, guidée par le seul PIB plutôt que par la pleine santé, guidée par des objectifs de stabilité financière, de niveau de dette et de déficit, plutôt que par l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Et si je parle de ces convergences-là, c'est que je crois que nous avons un espace de travail commun, considérant que nous arriverons à sortir de cette espèce de dilemme appauvri qui consiste à savoir si on est pour, s'il faut aimer ou détester l'entreprise. Je crois que la question est assez éculée. Mais la question est plutôt de savoir ce que nous pouvons faire ensemble pour que ces entreprises dont l'activité déborde sur la société soient aujourd'hui un des acteurs majeurs de sa transformation et au fond de la construction d'un bien-être qui est un bien-être durable, c'est-à-dire d'une société robuste dans laquelle prospèrent des entreprises robustes. Et pour répondre à votre question, parce que sinon vous allez me dire, il est vraiment politique, oui, ce que l'Europe essaie de construire avec le Green Deal, avec un certain nombre de normes exigeantes sur le plan environnemental et le plan social, c'est construire une société et un environnement économique robuste. Et c'est postuler, mais il faut aller au bout de la logique, qu'au fond, aujourd'hui, ou plutôt demain, les déterminants de la compétitivité des entreprises, ce sera aussi le respect d'un certain nombre de normes sociales et environnementales. Et quand je dis aller au bout de la logique, ça veut dire donner des règles à une mondialisation qui n'en a pas tant que cela. C'est finalement en finir avec des accords de libre-échange dont j'aurais tendance à dire que parfois ils sont en échange de rien. Et nous pouvons, parce que nous en avons la force économique, parce que nous en avons le talent à travers nos dirigeants d'entreprise, être celles et ceux qui imposons au monde, au fond, par procuration, ces normes sociales et environnementales, d'abord dans le commerce mondial. Y compris chez nous, parce que je suis président du groupe socialiste, jusqu'à une date récente, on parlait avec pudeur, vous savez, des écluses tarifaires. Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de dire que si nous voulons protéger notre modèle économique et environnemental et social,
nous avons besoin de nous protéger et de mettre de la loyauté et de la justice dans le commerce international. En tout cas, pour répondre à votre question, je pense que les questions de performance et de robustesse, comme le questionnement sur la façon de diriger, sont au fond des questions jumelles au monde économique et au monde politique. Et je vois dans la démarche des chefs d'entreprise qui sont là, dans ces universités d'été ici, au fond, cette conviction que l'entreprise est un objet politique au sens où elle est dans la société. Et elle peut même être locomotive, justement, vous m'en parliez, Laurent Berger, quand on a préparé cette table ronde, vous dites que la société civile peut devancer le politique, justement dans cette transformation de la société, en se basant évidemment sur ces nouveaux indicateurs, mais voilà, peut être un peu pilote, peut défricher une forme de terrain. Oui, ça c'est une conviction qui, comme chacun sait, me vient un peu de loin sur la place de la société civile dans la société. Et dans la société civile, moi je mets le monde économique, je mets l'entreprise, qui fait partie de la société civile et qui est un vecteur de changement. Et je reviendrai sur la réglementation européenne dont vous avez parlé et dont Boris Vallaud a parlé. C'est contraignant, on ne va pas se raconter d'histoire. La CSRD dans les entreprises, c'est contraignant. Dans un établissement, dans une banque comme la nôtre, c'est contraignant, mais nous, on a coutume de dire entre nous que c'est un mal nécessaire. La seule question, c'est est-ce qu'on va le prendre comme simplement un reporting à construire? Enfin, il y a deux questions. Est-ce qu'on va le prendre simplement comme un reporting à construire et une fois qu'on l'aura fait, on passe à autre chose? Ou est-ce que c'est un outil de changement pour savoir comment on fait bouger nos modèles? Et le deuxième, c'est comment on accompagne les entreprises. Et ça, d'ailleurs, le Crédit Mutuel s'interroge sur son rôle aussi à l'égard de ses contreparties et des entreprises qu'elle accompagne. Comment on les accompagne à remplir, certes, la CSRD, mais à tirer les enseignements de ce reporting. Oui. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut sortir du débat qui serait stérile en disant faut-il ou non, enfin la CSRD, bonne chose ou mauvaise chose. Oui. C'est un mal nécessaire à condition qu'on sache l'utiliser, qu'on sache accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ces évolutions. Et là, je pense que c'est le rôle, notamment pour les petits. Enfin, je pense que ça serait un sujet qui sera posé à des petites entreprises, oui, ou à des entreprises de taille intermédiaire, peut-être moins, mais en tout cas dans les petites entreprises, et qui aura un rôle de tous ceux qui les accompagnent dans leur écosystème, et en particulier des banques. Alors, avant de poursuivre le débat, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Monsieur Darnano. Je vais quand même vous relayer les questions du public, notamment Laurent Berger. Vous avez évoqué la démocratie dans l'entreprise. Concrètement, comment vous percevez cet enjeu? Est-ce un nouveau mode de gouvernance, un rôle plus politique de l'entreprise et dans le débat public? Qu'en pensez-vous? Et vous êtes directement posé cette question. D'abord, je pense que on a beaucoup parlé, on a évoqué à plusieurs reprises le temps long. Ce qui est garant du temps long, c'est aussi un modèle de gouvernance d'une entreprise. Et oui, moi, je suis aujourd'hui salarié dans une entreprise qui, par son modèle mutualiste, est garant de ce temps long. C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on sait tous que les défis qui sont posés, qui sont des défis à la fois économiques, dans un monde quand même très, très interdépendant, qui sont des défis environnementaux, des défis sociétaux, ça nécessite d'avoir de la vision, mais d'avoir de la patience d'une certaine manière, parce que de s'inscrire dans le temps long. Et que quand on a une gouvernance stable qui repose sur un modèle économique qui n'est pas le rendement à court terme, mais le mutualisme, d'une certaine manière, la coopération, objectivement, c'est plus efficace de mon point de vue. Quant au dialogue, au rôle politique de l'entreprise dans le débat public, moi je ne vais surtout pas faire un débat d'actualité. Dieu merci, j'en suis sorti. Vraiment sorti la preuve. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que oui, les entreprises ont une place, notamment sur la question du dialogue, sur la question du compromis. Je veux juste faire ça. Quel est aujourd'hui un des espaces de compromis les plus importants? L'entreprise. Ce n'est pas le débat politique actuel, hein, on est d'accord. Oui. Où le compromis est un peu difficile, si je peux, excuse-moi Boris, de le dire comme ça. Et parce qu'il y a du dialogue, parce qu'il y a l'intérêt convergent malgré des intérêts contradictoires qui traversent l'entreprise. Et donc, oui, je pense que les dialogues dans l'entreprise, qui sont le dialogue stratégique, le dialogue social, le dialogue professionnel, sont transposables, ont un rôle à jouer dans le débat public en général. En tout cas, on pourrait s'en inspirer un peu plus. Regardez les zones de conflictualité aujourd'hui, ce n'est pas tellement dans le monde du travail,
qu'ailleurs dans la société. Vous parlez de compromis et vous avez aussi évoqué la CSRD, donc qui s'impose aujourd'hui aux grandes entreprises et qui leur demande de publier des indicateurs pour mieux mesurer leurs impacts sociaux et environnementaux surtout. Je crois que sur cette question-là, vous n'arriverez pas à trouver de compromis tous les deux. Vous êtes assez opposés à cette nouvelle directive que vous voyez vraiment comme de la paperasse supplémentaire et rien de plus finalement, Monsieur Dornano. Trois choses. D'abord, sur le grand modèle du long terme, il y a quelques modèles mutualistes, mais c'est d'abord, il faut le dire, l'entreprise familiale. Hein. C'est elle qui porte, disons, dans le monde entier, de manière très large, cette idée du long terme. Et je pense qu'on partage ensemble cette importance que le long terme a. Il peut même avoir une importance aussi en politique, mais en tout cas, il permet de construire des choses, il permet d'investir pour avoir un retour sur investissement plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on partage aussi l'ambition environnementale. Par contre, la question, c'est comment on y arrive. Et c'est ça la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. CSRD, il faut savoir, ça coûte 2,5 milliards d'euros à mettre en place pour les entreprises françaises. 2,5 milliards d'euros qui vont être consacrés à faire des indicateurs dont on ne sait pas encore très bien à quoi ils vont servir, au lieu de faire des projets. Le coût pour une entreprise comme Sisley de mettre CSRD en place sur une seule année est plus élevé que la mise en place du projet géothermique qu'on développe à l'heure actuelle à Saint-Ouen-l'Aumône. Ça coûte plus cher, uniquement pour faire, alors je ne me rappelle plus si c'est 1200 ou 1600 indicateurs, qui vont être lus par on ne sait pas qui pour le moment, qui vont être exploités, on espère que oui, mais on n'en sait rien. Et la question qui se pose, c'est on sait aussi que les Allemands vont sans doute pas le transposer, que les Italiens vont pas le transposer, que tous nos concurrents dans le reste du monde ne vont pas le mettre en place. Donc on se retrouve avec une charge, un coût, qui est un coût qui s'applique aux seules entreprises françaises, qui les pénalise, et avec cet argent, ils ne font pas d'autres investissements, dont les investissements environnementaux. Moi, je le dirais par une phrase, c'est de la paperasse plutôt que des projets. Est-ce que c'est pour autant il ne faut pas avoir d'indicateurs? Non, il faut avoir des indicateurs, mais il y a d'autres solutions possibles. On reste dans un modèle de société, alors c'est l'Europe à l'heure actuelle, qui est top-down. On vous fait des indicateurs dessinés en Europe, on vous les impose, vous devez les mettre en place. La question c'est, est-ce que la société moderne, c'est pas une société plutôt bottom-up? Et nous, ce qu'on a proposé, c'est d'ailleurs dans la loi Industrie verte, on m'avait demandé d'être un des 7 ou 8 ou 10 rapporteurs, mais c'est l'idée de partir d'un autre modèle, qui est un modèle qui est un standard environnemental européen, qui est un standard sur le type du HQE. Moi, j'ai 2 sites HQE, je connais très bien la manière dont ce système fonctionne, où vous rentrez dans un dispositif avec un certain nombre de critères, et ça vous donne la possibilité en tant qu'entreprise d'avoir toute une série d'avantages. C'est en cours de travail, l'État travaille à l'heure actuelle sur ce dispositif. Il me semble que ce dispositif est d'une certaine manière plus efficace, beaucoup moins coûteux, et va déboucher beaucoup plus sur ces objectifs qu'on partage tous. Vous n'avez pas, au sein de Nexans, vous n'avez pas attendu la CSRD pour faire évoluer vos indicateurs, enfin, même si vous allez y être bientôt soumis en tant que grande entreprise, mais vous avez aussi eu d'autres initiatives. Vous m'aviez parlé du prix interne du carbone que vous avez développé au sein de votre entreprise et qui vous permet aussi de piloter des choix stratégiques de votre entreprise. Oui, avant de répondre à la question, juste pour faire le pont entre ce qui vient d'être dit, je pense que, par rapport à ce qu'a dit monsieur le député, ce qu'on a besoin également, c'est d'équité. C'est-à-dire que tout produit de non-origine européenne qui arrive sur le territoire européen doit être régi par les mêmes règles. Sinon, on a un problème. Je parle du poulet ukrainien, je parle du véhicule électrique chinois. Sinon, en effet, dans ce cas-là, je peux rejoindre la position de Philippe. Par rapport à ce qu'a dit Laurent Berger sur les règles de gouvernance, en fait, la robustesse, c'est quoi? C'est la continuité. La continuité d'un plan, la continuité d'une vision, la continuité des moyens. Et ça vaut pour l'entreprise, ça vaut également aux politiques, même si on ne va pas rentrer dans les débats actuels, mais c'est un vrai sujet. Alors, comment on a traité? Je pense que la problématique des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, qu'ils soient dans des ETI ou dans un grand groupe, c'est qu'on a une forme de management à bout de souffle. Pourquoi? Parce que un coup, on parle de profit, un coup, on parle de l'environnement, un coup, on parle de productivité, de plan de compétitivité, après, on parle d'inégalité sociale. Donc, en fait, on fait face tous les jours à des injonctions paradoxales. En parallèle de ça, on s'aperçoit qu'il y a une intensification des crises et qu'on est dans
dans un vortex de permacrise, qu'elle soit climatique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit géopolitique, qu'elle soit cybernétique ou qu'elle soit économique. Et je comprends la réaction de Philippe, même si je ne suis pas 100% d'accord avec lui, mais je comprends la réaction et le coût que ça génère, c'est qu'on pense qu'on va régler tous nos problèmes par l'obsession de l'indicateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 1500 indicateurs, 2000 labels, vous collectionnez les labels pour les entreprises comme un magnet sur un frigo. Donc, il y a un moment donné, vous n'avez jamais le bon. Donc la question, c'est comment vous y répondez. Nous, pour revenir à votre question, Mathilde, le petit tagline qu'on s'est mis il y a 5 ans chez Nexans, pour essayer de mettre en avant un peu cette conscience environnementale et sociale, et surtout sur la partie environnementale en premier lieu, pour essayer de trouver des alternatives, des voies différentes. On a pris cette citation de Voltaire qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable ». On est tous flocons, on a tous une forme de responsabilité. Et donc cette petite tagline de Voltaire, nous on la répète régulièrement, et on s'est dit, voilà, je vois qu'il y a eu une question sur comment on a traité la problématique environnementale chez Nexans. Quand on a supprimé 13 000 clients sur 17 000, on ne l'a pas juste fait pour une logique économique. On ne l'a pas juste gardé les plus gros. On a juste pensé, un peu, l'idée est venue du monde assurantiel et bancaire, c'est qu'on a profilé l'ensemble de nos clients d'un point de vue économique, bien sûr, mais également sur un point de vue environnemental. Et on a calculé pour chacun de nos clients le retour sur carbone employé. Donc combien chaque client nous coûte en carbone. Pour nous assurer que si on développe notre business avec ce client-là, bien sûr, il ira dans la logique de la profitabilité, mais il ira également dans la logique de réduction de notre empreinte carbone. Donc on fait un très gros travail sur ces éléments-là, et puis bon, bien sûr, on a encore beaucoup de boulot devant nous, mais la continuité est fondamentale. Très bien. Et dans cette même veine, justement, au sein de May Santé, vous avez développé un indicateur peut-être qui est encore plus simple et qui est peut-être plus compréhensible, en tout cas pour le grand public, c'est la notion de coût évité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment ça vous permet, vous, d'évaluer d'une autre façon la robustesse de votre modèle ? Alors effectivement, nous on regarde les coûts qui sont évités à la société grâce à notre activité. Et concrètement, nous on est un acteur de la santé, donc les coûts les plus directs, ça va être des consultations en ville ou à l'hôpital inutiles qui sont évitées grâce à l'utilisation de May. Évidemment, on n'évite pas les consultations utiles. Et donc ça, on le regarde, on le suit. Pour autant, et là peut-être ça fait un peu écho à ce qui vient d'être dit, on le suit parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé May. Le désengorgement du système de santé, ça fait partie des missions de l'entreprise. C'est une de nos raisons d'être, mais en soi, ça n'a aucun impact. Le fait de suivre cet indicateur-là n'a aucun impact sur la pérennité de May, sur notre équation économique. Et donc, un peu comme ce qui vient d'être dit, finalement, le sentiment que j'ai, c'est que ce soit les coûts évités ou d'autres indicateurs, les indicateurs pour les indicateurs, le suivi pour le suivi, finalement, c'est un peu vain. Et peut-être si je pousse un peu le raisonnement, nous, on suit nos coûts évités directs, comme je viens de vous dire, et pour être honnête, on le fait aussi parce que c'est très facile, d'autant plus qu'on a été... et lisible aidé, pour tout le monde. Voilà. Oui, lisible pour tout le monde, mais en même temps, moi, notre May, c'est un service qui est en B2C, qui a donc des clients individuels. Je n'explique pas à mes clients que grâce au fait qu'ils s'abonnent à May, on évite des millions d'euros par an de dépenses à l'assurance maladie, parce qu'en réalité, je pense que ça ne changerait pas énormément le comportement des consommateurs. Et en fait, on a été d'ailleurs assez aidé par le mouvement Impact France, par le BCG, pour mettre en place ce suivi de nos coûts évités. Mais si je suis très honnête, on pourrait évaluer d'autres coûts évités par May, au sens où nous, on a une grosse action de prévention. Typiquement, là, il y a une grosse épidémie de coqueluche. May, en fait, en poussant la bonne information au bon moment aux bonnes personnes, a fait un gros travail de prévention. Il va bientôt y avoir la bronchiolite, etc., etc. Ça, en fait, c'est beaucoup plus difficile à évaluer, les coûts évités grâce à des actions de prévention. Et à ce stade de notre entreprise, on a 4 ans d'existence, on ne le fait pas parce que c'est vrai que y a finalement, aujourd'hui, ces coûts évités ne sont pas valorisables. Et je pense que la grande question qui nous relie et qui rejoint un peu ce que vous venez de dire, c'est de se dire
au-delà de la mesure. Comment est-ce qu'on la valorise pour que ça ne relève pas, comme ce que je viens de dire, moi, de l'initiative individuelle. Il se trouve que moi, c'est une entreprise à impact, c'est ma raison d'être, c'est pour ça qu'on se lève, etc. Mais pour que ça relève, pour que ce soit un peu plus massif, qu'on construise un cadre qui soit plus incitatif et qui donne envie du coup de suivre ces indicateurs-là. Oui, bien sûr, bien sûr. On a tout au long de la journée, on a d'ailleurs beaucoup parlé c'est Julia Faure qui parle beaucoup de la prime au vice, et finalement on est complètement dedans. Donc aujourd'hui, on voit bien déjà que c'est très complexe de trouver des indicateurs fiables et simples à mettre en place, mais si en plus, et vous le dites, il n'y a aucun intérêt finalement autre que celui de la gloire à le faire, on voit bien que on bute un peu sur tout ça. Justement, ça va être l'objet des propositions qui vont venir, de voir comment on peut encourager davantage ces comportements plus vertueux, et comment finalement on pourrait imaginer, plutôt que cette fameuse prime au vice, avoir une prime à la vertu. Avant, je voulais juste prendre quelques questions qui viennent de la salle. Elle apparaît plus ici, mais il y avait une question qui évoquait, c'est vrai voilà, comment redistribuer les richesses générées par les entreprises. Je ne sais pas qui veut prendre la parole à ce sujet. Oui. Moi, je veux bien la prendre. Je vais juste rebondir sur le débat d'avant quand même. Il y a une responsabilité de la puissance publique, et puis il y a la propre responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que ce jeu de bonneteau permanent auquel on assiste, il est un peu inefficace. C'est-à-dire que oui, la puissance publique, de mon point de vue, elle doit aider les entreprises à faire ces transitions. Mais les entreprises, ça ne les exonère pas de leur responsabilité de s'inscrire dans cette stratégie ESG, de se définir une mission, de se définir un plan stratégique qui va avec, et de se donner les indicateurs, mais surtout les moyens d'agir qui sont adéquats. Sur la répartition de la valeur, moi j'ai juste, dans un modèle mutualiste, coopératif, qui est celui du Crédit Mutuel, je crois qu'une des plus grandes innovations de ces 10 dernières années, en tant qu'observateur dans un premier temps que j'ai vu dans mon économique, c'est ce dividende sociétal. C'est-à-dire comment une partie de la richesse produite est redistribuée à des projets qui accompagnent la révolution environnementale et sociétale et solidaire. Et c'est le choix qui a été fait par les dirigeants du Crédit Mutuel, et je suis assez à l'aise pour en parler, j'étais pas là, à un moment donné, de reverser 15% du résultat net à ce dividende sociétal qui a à la fois des offres pour nos sociétaires et nos clients qui permettent de les accompagner dans ces évolutions environnementales et sociétales avec des offres positives. C'est un fonds d'investissement, un fonds révolution d'investissement dans l'environnement, dans les projets des entreprises qui portent des projets environnementaux ou solidaires. Et c'est une fondation pour faire du mécénat, notamment sur ces deux enjeux-là. Je crois que dans la répartition, et ça s'accompagne évidemment d'une répartition de la valeur aussi au sein de l'entreprise avec les salariés d'entreprise. Moi, je pense que, je ne dis pas que c'est un modèle qui doit s'appliquer à toutes les entreprises, chacun. Pourquoi pas, mais la question, à un moment donné, de redistribuer parce qu'on a un impact, de redistribuer parce qu'on a une vision, parce qu'on a une politique interne qui est une vision d'accompagner les transitions et les défis démocratiques et sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui, ça se pose. Et la question, c'est quels instruments pour le faire. Et ce dividende sociétal, qui est un peu une forme de taquinerie, d'une certaine manière, en appelant ça dividende quand on est dans un modèle mutualiste, mais je pense que je ne sais pas si, je ne vois pas bien la salle, mais je ne sais pas si Daniel Ball, le président du Crédit Mutuel, est encore dans la salle, mais je pense que c'est un peu volontaire. Mais ça a du sens. Ça a du sens. Et je pense que... Pourquoi pas le généraliser, justement ? Mais ça, c'est parce que les donneurs de leçons, ce n'est pas ceux qui payent à la fin, donc ce n'est pas à moi de le donner. Est-ce que ce n'est pas le rôle de la puissance publique, Boris Vallaud, de tenter, par des normes, par des règles, de rendre ce type d'initiative générale ? Je pense qu'on a deux questions qui se posent sur la distribution de la richesse créée par les entreprises. Il y a la redistribution secondaire, c'est la question des impôts et des prélèvements sociaux, mais il y a la distribution primaire, c'est-à-dire le partage entre capital et travail, et au sein de la part de travail, la distribution selon le niveau de revenu. Bon. Si je dis ça, c'est que je fais le lien avec ce qui a été évoqué tout à l'heure de la codétermination.
et de la question de la gouvernance d'entreprise. Moi, j'ai, avec Dominique Potier, qui est parlementaire aussi, et qui, je crois, est un habitué de cette université, eu l'occasion de faire la proposition qu'on ait une codétermination à la française, convaincu qu'il y aura une préférence pour le long terme et les stratégies industrielles plutôt que sur le court-termisme de marché et la distribution de dividendes pour les actionnaires et de hauts revenus pour un certain nombre de dirigeants d'entreprises. Quand je dis la distribution primaire, mesurez bien que depuis 2008, les salaires des 10% de salariés les moins bien payés a augmenté 4 fois moins vite que les 10% les plus élevés. Et si je monte dans la hiérarchie de ces 10%, évidemment, c'est absolument considérable. Vous avez 0,32% des salariés en France qui gagnent plus de 12 fois le SMIC. Alors on se dit, c'est pas grand-chose. Mais si vous deviez, d'une certaine manière, redistribuer ce qui est seulement sur la part salariale au-dessus de 12 SMIC, vous augmenteriez de 333 € net par mois 20% des salariés les moins bien payés. Donc je veux dire, je pense que là, il y a une question y compris dans l'entreprise, d'incitation des salariés, finalement, au travail. Et alors voilà, juste pour terminer, après, je dis ça en ayant pleinement conscience qu'on parle depuis tout à l'heure de l'entreprise au singulier, alors que ça recouvre des réalités qui sont très diverses entre les entreprises, les multinationales qui, pour un certain nombre d'entre elles, consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux, et des entreprises qui ne sont pas des entreprises apatrides, qui sont des entreprises familiales, inscrites dans un territoire, qui payent leurs impôts, qui développent leur tissu économique et qui tiennent leurs responsabilités sociales et environnementales. Évidemment, il y a un monde. Il y a un monde entre les capitaines d'industrie qui sont peut-être mon boulanger dans mon village, qui prend des risques personnels et qui ne se paye pas à la fin du mois pour payer ses salariés, et puis ceux qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, partiront avec un golden parachute. Donc je pense qu'on aurait aussi intérêt à en parler au pluriel et avoir une réglementation qui s'adapte aussi aux réalités. Mais on voit bien la crispation aussi sur ne serait-ce que le SMIC à 1 600 €, enfin la crispation que ça a pu générer, notamment auprès des membres du MEDEF. Vous vouliez nous donner... Oui, moi, je voudrais peut-être précis sur la répartition, puisque c'est la question. Donc la répartition, vous avez une part de la richesse créée qui va dans les salaires, y compris l'assurance, qui sont assurés, qui ne peuvent pas baisser, et qui permettent d'assurer pour les équipes qui travaillent à différents niveaux de responsabilité des rémunérations qui correspondent au marché, qui permettent à l'entreprise de se développer. Il y a ensuite une partie très importante de la richesse créée par l'entreprise qui va pour les impôts, avec 2 impôts principaux pour les entreprises. Un qu'on connaît bien, qui est l'impôt sur les bénéfices, mais un deuxième qu'on connaît moins bien, qui est beaucoup plus important que l'impôt sur les bénéfices et qui s'appelle les taxes de production. Il y en a 250 en France, et vous le disiez à juste raison, elles ne taxent que les entreprises qui produisent en France. Elles ne taxent que ce qui est produit en France. Elles ne taxent pas les entreprises qui vendent des produits en France. Et donc ça pénalise la production en France. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est substantielle. Hein. C'est 25% l'IS de mémoire. Et les taxes de production, c'est 1,5 fois, 1 fois 35 l'IS. Donc c'est une part très importante de la richesse, va à la collectivité publique. Ensuite, la troisième part, 4 parts, la troisième part, c'est le réinvestissement. Nous, on a créé Sisley, c'était une petite entreprise, on l'a créée, on l'a développée, ça a été une PME puis une ETI. Pendant 25 ans, on n'a pas distribué de bénéfices, on a tout réinvesti parce que sinon on n'aurait pas pu développer l'entreprise. Donc ça veut dire qu'un salarié va toucher son salaire, un actionnaire peut, pendant une période très longue, ne pas toucher du tout de revenus alors qu'il a investi de l'argent. Et la quatrième part, c'est la distribution de dividendes, c'est-à-dire quand ça marche, quand ça s'est développé, effectivement, là, il y a des dividendes qui sont distribués, dividendes qui sont eux-mêmes taxés aussi par, ce qui est normal, hein, par l'État. Donc ça, c'est pour répondre très très directement à la question, les 4 parts d'utilisation de la richesse créée par l'entreprise. Il faut aussi rappeler qu'il faut déjà créer de la richesse avant de la distribuer. Et vous vouliez rebondir sur la notion d'impôt et de fiscalité ? Sur 2 choses. D'abord, sur les impôts, je pense que là aussi, il y a des réalités tout à fait différentes entre le taux d'imposition effectif d'une multinationale et, je reprends mon boulanger parce que je l'aime beaucoup et finalement c'est le chef d'entreprise que je fréquente le plus, le taux d'effort fiscal n'est pas le même. C'est la réalité objective et ça crée des injustices. J'ai la faiblesse de penser que beaucoup de PME et d'ETI paient les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Il manque 20% de l'impôt sur les sociétés à tous les pays de l'Union européenne. Ça manque
à nos services publics et c'est payé par ceux qui, au fond, n'ont pas cette même mobilité, ne sont pas capables de faire des prix de transfert à l'autre bout du monde. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas des libéralités, les impôts. Vous avez aussi, dans le paiement de vos impôts, des externalités en retour par notre système éducatif, par la qualité de nos infrastructures, par la robustesse de nos services publics. Tout imparfait que cela soit, il faut en tenir compte. Vous savez que la pression fiscale qui vient financer les missions régaliennes de l'État sont en France légèrement inférieures à la moyenne de l'OCDE. C'est que tout le reste, nous l'avons socialisé. Pourquoi ? Eh bien précisément pour qu'il y ait moins d'inégalités dans notre pays que dans beaucoup d'autres, et il faut être conscient de cela. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, vous avez dit les salaires sont conformes à la valeur de marché. Je pense que c'est précisément une des questions que nous devons nous poser. Est-ce que le marché est capable de reconnaître la véritable valeur des choses ? Je me suis posé la question au moment de la Covid, quand en réalité allaient travailler celles et ceux dont nous ne pouvions pas nous passer. Et d'une certaine manière, la valeur avait à ce moment-là changé de camp. C'était l'utilité sociale qui faisait la valeur. Et nous ne pouvions à peu nous dispenser des aides-soignantes, des ouvriers de l'agroalimentaire, des éboueurs. Je ne vais pas donner d'exemple, il y avait d'autres professions dont on a pu se passer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va devoir laisser on avait prévu de vous soumettre 3 propositions qui devraient apparaître d'ici peu, qui seront soumises au vote du public et qui rebondiront d'une certaine manière sur cette question de fiscalité. Je ne sais pas si elles apparaissent ou pas. Ah oui, oui. Allô, oui. Alors, les propositions, effectivement, apparaissent. Ça va être très simple. Pendant que nos intervenants vont débattre sur cette proposition, peut-être vous pouvez les présenter d'abord. Oui, ouais, effectivement. Donc, vous avez le choix entre 3 propositions. Donc, on a beaucoup parlé de mesures, d'indicateurs. Donc là, la première proposition, est-ce qu'il faudrait mettre en place un scoring de la CSRD ? Donc, on a évoqué ce qu'était la CSRD. Est-ce que ce serait... ce serait très probablement assez complexe à mettre en place, mais est-ce qu'on pourrait avoir un moyen assez simple de noter cette nouvelle directive, ou alors moduler les aides d'État aux entreprises en suivant les coûts évités. Les coûts évités, la notion a été très largement évoquée également, ou alors flécher les investissements publics dans l'innovation. La deuxième question a été quelque peu abordée. Est-ce que la fiscalité, finalement, pourrait mettre en place une forme de prime à la vertu ? C'est en d'autres termes, c'est cette même proposition, finalement. Eh bien, je ne sais pas à quel moment on clôture. Alors, on a été un petit peu faussé puisque l'interactivité a été lancée trop tôt. Est-ce qu'on peut réinitialiser le vote et le lancer quand je demande de le lancer, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Ah oui. Eh bien, donc vous avez présenté cette proposition. Peut-être vous pouvez en débattre et je les ferai voter quand M. Boris Vallaud prendra la parole. Alors, peut-être on va débattre des deux dernières propositions, puisqu'il y en a une qui, visiblement, n'a pas les faveurs du public, peut-être un peu complexe à comprendre aussi, et à mettre en place. On l'a largement évoqué pendant tout au long de la conférence. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette modulation des aides d'État en fonction des coûts évités, ou peut-être d'une autre donnée, mais de moduler, en tout cas, la fiscalité ? On l'a largement abordé, cette question, mais est-ce que ce serait pertinent de le faire ? Alors, l'expérience parfois acquise à nos dépens me font penser que la conditionnalité des aides est un chemin qu'il faut en effet suivre. Mais si on récompense la vertu, je suis aussi pour qu'on sanctionne le vice sous toutes ses formes. Pour maintenir le même niveau de fiscalité, finalement, et pas grever dans les finances publiques, tout simplement. Absolument. D'accord. Est-ce que vous partagez tous les 4 cette position ? Je pense que la notion de modularité, elle est intéressante. Nous, par exemple, dans les investissements, on module les investissements au profit de nos usines qui vont dans le bon sens. D'accord. Et celles on considère qui sont encore très très loin d'un point de vue engagement social, ou très très loin en termes de réduction de leur empreinte carbone, elles voient leurs investissements divisés par 2 ou par 3, tant qu'elles n'ont pas atteint ce ratio minimum d'optimisation de l'économie, de l'environnement et de l'engagement. En fonction d'une grille d'indicateurs que vous avez définie préalablement. En place, D'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Laurent Berger ? Oui, moi, je pense qu'il faut conditionner les aides publiques aux entreprises en fonction de leur
de l'utilité économique, sociale et environnementale. C'est un exercice qui n'a pas été fait, Boris en parlait, au moment du pacte de responsabilité et qui n'était pas inintéressant dans l'esprit. Mais à un moment donné, il y a beaucoup d'aides publiques aux entreprises. Moi, je n'ai jamais été de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas aider les entreprises, que la puissance publique ne devait pas aider les entreprises. Mais aujourd'hui, face aux défis qui sont les nôtres, les conditionner, si on sort de l'aspect environnemental, conditionner au fait qu'il y ait des négociations salariales dignes de ce nom et pas par exemple, c'était un de mes dernières marottes, c'est qu'on ne soit pas dans une branche où les minima démarrent en dessous du SMIC pour 3 ou 4 échelons. Ben voilà, c'est des choses comme ça qu'il faudrait mettre en place. Mais ce contrôle-là, ça ne devrait pas être un contrôle administratif. C'est un contrôle social dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est par le dialogue que dans l'entreprise qu'on devrait pouvoir dire, ben voilà, l'entreprise reçoit un certain nombre d'aides publiques, elles ont leur utilité, elles ont leur sens, parce qu'on estime dans les différentes parties constituantes de l'entreprise, que sont les représentants l'employeur et les représentants des salariés, on estime qu'elles sont nécessaires. Parce que si c'est un contrôle administratif, ça ne marchera pas, ce sera encore un échelon supplémentaire, etc. Mais oui, il est logique que ce n'est pas un système totalement simple à mettre en place, mais que les aides publiques soient conditionnées à leur impact sur les défis qui sont ceux de notre temps. Vous partagez ce point de vue également, Cécilia ? Oui, notamment effectivement sur les aides publiques. Si je ne me trompe pas, c'est 154 milliards d'euros par an d'aides publiques aux entreprises. Si je ne me trompe pas encore, c'est à peu près 60 milliards d'euros le budget de l'éducation nationale. Donc on voit que là, je pense que l'État a quand même un vrai levier. Et se dire que les aides vont aller davantage dans des entreprises qui, quelque part, contribuent aussi à la société, ça me semble effectivement une idée plus que pertinente. Moi, de ma fenêtre, je vois en tant qu'entreprise, que jeune entreprise, on est jeune entreprise innovante, on a du CIR, on a bénéficié de la dette BPI, on est dans un pays qui est merveilleux pour les entrepreneurs, dans lequel l'État soutient énormément l'innovation. Mais je ne crois pas qu'on m'ait jamais demandé, dans tous les dossiers, pour le coup un peu lourds qu'on a pu faire, de cocher des cases qui soient en lien avec l'ESG, et je trouve ça un peu dommage. Il n'y a aucun encouragement dans l'univers. En tout cas, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus à ça. Et je me permets juste parce que je vois que le premier point n'a pas eu beaucoup de votes, mais je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises vont devoir produire, comme vous le disiez, des tonnes de paperasse pour quelque chose que personne ne lira probablement pas. Et je trouvais l'idée, moi, du scoring extrêmement bonne, d'avoir une sorte de Nutri-Score de l'ESG pour que les entreprises puissent le valoriser. C'est pas recommandé chez May, mais cet été, j'ai acheté des céréales pour mes enfants. Et dans les rayons, il y avait une grande entreprise de céréales qui avait écrit « Changement de recette, passage au Nutri-Score B ». Et ben, j'ai acheté ces céréales. Et ça me fait penser à ça en le voyant, parce que je me dis, s'il y avait un score, le Yuka, le 60% ESG ou le 100%, et que ça puisse être pris en compte par les clients, que ce soit des individus, soit de la commande publique, soit des clients en B2B, je pense qu'en réalité, c'est plutôt très intéressant comme idée. Après, c'est peut-être la complexité de la mise en place et de la définition de cet indicateur. À partir des critères quantitatifs, en fait, qui sont dans cette effectivement longue liste, on pourrait travailler à en faire un score. Et pour revenir sur les céréales, s'ils avaient juste publié la recette avec tous les critères tels qu'ils étaient notés au départ, je pense qu'effectivement, personne ne l'aurait vu, quoi. Oui, et ce serait moins vu comme un monceau de paperasse uniquement. Vous vouliez réagir, monsieur Laurent Berger ? Sur le scoring, de fait, il y aura un benchmark entre les différents établissements au sein d'un même secteur d'activité. Ce qui est d'ailleurs un peu amusant en ce moment dans l'établissement de la CSRD, c'est que il y a un jeu d'ombre, parce qu'on ne sait pas exactement comment vont un certain nombre de concurrents opérer sur tel ou tel indicateur. Il faudra que ce soit par secteur d'activité. Ça ne peut pas être sur l'ensemble du secteur économique. Mais il y aura de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans un certain nombre il y aura du benchmark qui sera opéré. Et la question, c'est la façon dont aura été, et je reviens à l'idée de l'accompagnement des entreprises dans l'établissement de la CSRD, c'est la façon dont elle aura été faite de façon sincère ou moins sincère.
est-ce que ça vous réconcilie avec cette idée de CSRD si justement on pouvait lui allouer un scoring et que ça permettrait de mieux diriger soit les choix des consommateurs, comme le disait Cécilia, ou est-ce que ça vous permet... Je pense que d'une certaine manière, les deux questions d'ailleurs se rejoignent. Qu'est-ce qu'on pense de... C'est-à-dire que nous, on a la conviction qu'il faut vraiment un système, et c'est la modernité, c'est la société de demain, qui soit bottom-up et pas top-down. Et que ces systèmes top-down qu'on nous impose, cette surcomplexité, on en paye un prix, y compris politique d'ailleurs. Et qu'il faut changer la donne, que la société civile doit être beaucoup plus partie prenante. Les entreprises veulent faire cette transformation. C'est 80 milliards d'euros la transformation environnementale par an d'après l'Union européenne. C'est gigantesque, c'est 1,5 fois l'impôt sur les bénéfices. Il faut créer des systèmes qui soient adaptés, qui s'adaptent, comme vous l'avez dit, par secteur, et qui soient bottom-up, dans lequel on rentre, et pas des systèmes qui sont imposés par je ne sais quelle administration européenne. Quant à la question, moi franchement, l'écosystème français, il y a à peu près sur les entreprises 5 points de PIB d'écart de taxation par rapport à l'environnement européen. Et ça pénalise terriblement la France. C'est un pays formidable, qui a un énorme potentiel. On a 3 fois moins de TI que les Allemands. Ça ne devrait pas être le cas. C'est des erreurs qui ont été faites. Ça a été un tout petit peu corrigé ces 10 dernières années, mais trop faiblement. Ce n'est pas d'aide qu'on a besoin et de conditionnalité et d'administration pour contrôler tout ça. C'est d'avoir un écosystème qui soit raisonnablement compétitif. Oublions les aides. Ayons un système qui soit raisonnablement compétitif. Soyons en mesure de produire en France de manière compétitive. Tout le monde va y gagner. Nos régions vont y gagner, les salariés vont y gagner, les savoir-faire, on va les préserver en France. Ils nous ont manqué cruellement pendant le Covid. Et avec ça, la France peut faire des étincelles. Mais ce système d'aide, conditionné ou pas conditionné, ça nous tue. Excusez-moi de vous le dire un peu direct. C'est plutôt, c'est pas forcément de surtaxer les entreprises, mais d'encourager via une prime à la, si je comprends bien, une forme de prime, d'encourager. Pourquoi donner des aides? Pourquoi donner des aides? Parce qu'aujourd'hui ça fonctionne pas d'elle-même. On donne des aides ici, parce mais finalement aujourd'hui ça fonctionne assez peu. On donne des aides parce qu'on a un système, on a un écosystème qui est déconnecté de l'environnement européen. Donc on met une sorte d'emplâtre sur la jambe de bois pour essayer de corriger ça un peu. On le contrôle, on se dit qu'il faut le contrôler. On a raison d'ailleurs de se poser la question. Il faut peut-être le contrôler, mais le problème, la vérité, le vrai objectif qu'on devrait avoir, c'est d'être raisonnablement aligné sur l'environnement européen. Et si on était raisonnablement aligné sur l'environnement européen, les Français, ils ont la capacité véritablement d'être une des premières économies européennes. Et une des premières économies européennes, ce n'est pas juste une vue de l'esprit ou quelque chose pour les entreprises, ça bénéficierait à l'ensemble de la société. Et on l'a vu d'ailleurs dans la politique des 10 dernières années. Le chômage qu'on nous disait ne jamais devoir baisser a commencé à baisser. Il y a un certain nombre de signaux qui sont positifs. Poursuivons dans cette idée de nous réaligner sur l'environnement européen et vous verrez, les chefs d'entreprise, les Français, les salariés, ils feront ensuite marcher le système. Est-ce qu'on vous laisse le mot de la fin, Monsieur Boris Vallaud? Je vais juste un instant reprendre la parole parce que le vote a été un petit peu faussé. Est-ce que vous pouvez vous connecter au slide? On peut passer le QR code et on va faire revoter les gens qui n'ont pas voté. Rendez-vous sur slide. C'est important pour nous parce que ces propositions, on les construit avec vous tout au long de la journée. On les complète sur le terrain avec société civile, chercheurs, avec les entrepreneurs et elles seront consolidées et soumises au Parlement. Donc on recommence la proposition prioritaire selon vous et après Monsieur Boris Vallaud réagira. C'est parti. Normalement, il y a une petite musique. Comme quoi, un peu de pédagogie, finalement, ça a du bon. On voit que la première proposition a recueilli plus de votes. Bon, et je pense qu'on a une idée assez précise maintenant. Les gens ont voté. Allez-y. Oui. Est-ce qu'on vous laisserait bien le mot de la fin en tant que représentant de la puissance, enfin de la politique et des pouvoirs publics? Est-ce que justement, vous vouliez répondre à ce qui vient d'être dit? Est-ce que le politique peut justement par ce système de modularité des aides publiques réorienter une... Alors d'abord répondre en disant qu'il est notre responsabilité de ne pas confondre les normes qui peuvent être protégées
et faire avancer les entreprises et la bureaucratie qui emmerde tout le monde, y compris ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre. Pour ce qui est de la modulation des aides aux entreprises, c'est une proposition que le groupe socialiste a déjà eu l'occasion de faire dans un certain nombre de ses propositions de loi qui n'ont pas trouvé beaucoup d'écho dans la majorité de l'époque. J'ai envie de dire avec un brin de provocation que c'était dans les propositions du nouveau Front populaire. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut avancer en commun. Moi, ce que je voudrais retenir de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, de l'initiative qui a été celle de ces universités, de la tribune que j'évoquais en début, c'est qu'au fond, nous sommes avec des enjeux qui nous sont communs, parce que ceux qui sont vos salariés sont nos électeurs, ceux qui sont nos électeurs sont vos salariés, et que nous avons la même demande, je crois, de prise en considération d'une forme de dignité comme citoyens et comme travailleurs. Et nous avons un terrain d'entente et de travail que je souhaite pouvoir faire prospérer, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à tous les 6. On peut les applaudir bien fort. La proposition qu'il a emportée, c'est moduler les aides d'État aux entreprises suivant leur coût évité. Merci beaucoup Mathilde Gola, Boris Vallaud, Christopher Guérin, Laurent Berger, Cécilia Creuset et Philippe Dornano.